Il y a plus de 30 marques d'ustensiles et d'électroménagers qui s'alignent en ce moment même dans les rayons de votre magasin, Darty, Boulanger ou sur les pages de Cdiscount. Parmi elles, 5 seulement tiendront le coup pendant les 40 prochaines années. 5 autres sont de véritables pièges technologiques que je ne prendrai pas chez moi, même si on me les donnait gratuitement. Les 20 restantes naviguent quelque part entre les deux. Et le problème, c'est que personne dans ces magasins, aucun vendeur en gilet coloré, ne va vous dire qui est qui. Aujourd'hui, la grande majorité des marques dont vous entendez parler partout appartient à seulement 3 ou 4 immenses multinationales. Des dizaines de noms familiers reposent en réalité sur les mêmes lignes de production, partagent les mêmes usines en Asie et les mêmes composants fragiles, cachés sous des carrosseries différentes et vendus à des prix radicalement opposés. Pourtant, il reste une poignée de marques qui appartiennent encore à des familles, qui maîtrisent leur propre métallurgie de bout en bout et qui n'ont pas été vidées de leur substance par un fonds d'investissement pressé de faire de la rentabilité à court terme. L'astuce, c'est de savoir lesquelles, dans cette vidéo, nous allons classer et décortiquer chaque marque de cuisine qui compte vraiment sur le marché. 30 grands noms, répartis en 5 catégories précises, du pire au meilleur. Tout en bas, la catégorie F, ce sont les marques devant lesquelles vous devez passer votre chemin, même en cas de promotion historique, ou si on vous les offrait. Tout en haut, la catégorie S, la crème de la crème. Les 5 marques que je rachèterais dès demain les yeux fermés si ma maison brûlait. Et entre les deux, les catégories C, B et A. Pour finir, je vous révélerai la seule et unique logique structurelle qui explique le destin et la qualité de toutes les marques de cette liste. Restez bien avec moi. Notre classement ne se basera ni sur le design à la mode, ni sur le nombre de boutons tactiles, ni sur ce que les magazines de décoration vous incitent à acheter pour garnir vos plans de travail. Nous allons les juger sur un seul et unique critère, la longévité réelle de l'objet dans une cuisine familiale normale avant de rendre l'âme. Nous allons analyser qui possède ces marques, si la qualité des matériaux a été sacrifiée depuis leur création. Et si les ingénieurs en chef répondent de leurs actes devant une famille de passionnés ou devant un gestionnaire de fonds d'investissement dans une tour d'affaires à New York ou à Singapour. Pour comprendre cette logique, il faut plonger dans l'économie de l'industrie moderne de l'équipement de la maison. C'est l'histoire classique de l'obsolescence programmée et du triomphe du marketing sur l'ingénierie. Quand une entreprise entre en bourse ou se fait racheter par une holding, ses dirigeants ne pensent plus à la durabilité de la casserole ou du robot que vous posez sur votre plaque à induction. Ils pensent au rapport financier du prochain trimestre. Pour augmenter les marges, on commence par remplacer une bague en métal par une pièce en plastique injectée à l'intérieur du moteur, on affine l'épaisseur de l'acier d'1 millimètre, et on applique un revêtement chimique brillant pour masquer la misère. C'est une illusion totale. On vous vend des écrans tactiles connectés sur des appareils où un simple bouton mécanique, un interrupteur robuste de grand-père, ferait le travail pendant 30 ans sans jamais tomber en panne. Les matériaux qui durent toute une vie existent toujours. La fonte brute, l'acier inoxydable de qualité chirurgicale, l'aluminium coulé épais, le verre borosilicate et le bois massif. Le reste, comme les revêtements céramiques soi-disant révolutionnaires ou les plastiques colorés rétro, n'est qu'un consommable déguisé en investissement. C'est exactement comme la cocotte en fonte le creuset de votre grand-mère ou le vieux moulin à café manuel que l'on se transmet de génération en génération. Des objets lourds, simples, où le métal de base pèse bien plus que le logo imprimé sur la boîte. Attaquons le vif du sujet avec la catégorie F, celle des marques que je ne laisserai pas franchir le seuil de ma cuisine, même si on me suppliait de les embarquer gratuitement. Et on commence très fort avec un géant que vous croisez absolument partout chez Boulanger, Conforama ou Darty. Samsung. À la base, cette entreprise est extraordinaire pour fabriquer des puces électroniques, des processeurs et des smartphones. Mais il y a une vingtaine d'années, constatant qu'ils avaient des capacités de production industrielle inutilisées, ils se sont d'un coup lancés dans le gros électroménager. Le résultat, c'est exactement ce clinquant que vous observez en tête de rayon. Des écrans tactiles gigantesques intégrés sur la porte du réfrigérateur, des poignées au design futuriste, des sonneries mélodieuses à la fin des cycles de cuisson. Mais dès que l'on démonte la carrosserie et qu'on regarde à l'intérieur du châssis, c'est une autre histoire. Samsung affiche l'un des taux de panne de cartes électroniques les plus élevés de toute l'industrie de la cuisine. Leurs compresseurs de réfrigérateur surchauffent de manière chronique et les cartes mères finissent littéralement par griller à la moindre petite variation de tension sur votre réseau électrique domestique.
Posez la question aux réparateurs indépendants ou aux réseaux d'artisans autour de chez vous. Beaucoup refusent purement et simplement de prendre en charge les réfrigérateurs américains de cette marque. Les pièces de rechange coûtent une fortune absolue pour le consommateur, souvent plus de la moitié du prix de l'appareil neuf, et la carte de remplacement lâche régulièrement 6 mois après la réparation. À 1 400 € le réfrigérateur qui dure à peine 4 ou 5 ans en moyenne, le calcul est vite fait. Cela vous revient à près de 300 € par an, juste pour le droit de stocker votre beurre et votre lait. C'est une hérésie économique. Samsung reste fondamentalement une entreprise de marketing et de technologie mobile qui expédie des appareils électroménagers comme une activité secondaire. Passons ensuite à un cas d'école absolue du marketing d'influence qui a envahi les réseaux sociaux. Haut et les cuisines des Français ces dernières années. Exclad. C'est l'exemple parfait de ce qui se passe lorsqu'un chef mondialement connu, en l'occurrence Gordon Ramsay, prête son visage et sa réputation à une poêle. Soyons parfaitement honnêtes entre connaisseurs. Ce n'est pas lui qui a conçu cet ustensile. Il a simplement encaissé un énorme chèque de partenariat pour laisser une usine chinoise fabriquer une poêle hybride en acier inoxydable et revêtement anti-adhésif qui a certes de l'allure sur une plaque à induction, mais qui s'affiche au tarif exorbitant de 400 € le set de base. Le fameux motif hexagonal gravé au laser à la surface, qu'on vous présente comme une révolution technologique mêlant la résistance de l'inox et la glisse de l'antiadhésif, n'est rien d'autre qu'un tour de passe-passe publicitaire. En cuisine réelle, cela ne change absolument rien aux performances thermiques de l'objet. Pire encore, l'entreprise derrière la marque a dû conclure un accord à l'amiable de 2,5 millions de dollars en justice suite à une action de groupe reprochant à ces étiquettes de qualifier les poêles de non toxiques, alors que le revêtement de surface utilise toujours la chimie classique du PTFE, exactement la même molécule que celle que vous retrouvez sur une poêle bon marché à 20 € chez Carrefour ou Leclerc. C'est uniquement le prix de vente qui change de catégorie, pas la poêle ni sa durabilité. Au bout de 2 ans, quand le revêtement commence inévitablement à s'altérer sous l'effet des coups de spatule, vous vous retrouvez avec un bout de métal inutilisable, payé au prix fort. Regardons maintenant du côté du petit électroménager et plus particulièrement du rayon des blenders individuels compacts. Vous savez, toute cette catégorie de mini blenders à smoothie ultra rapide vendus sous des noms comme NutriBullet, Magic Bullet ou leur pâle copie que l'on trouve sur Amazon.fr ou Cdiscount. Le concept est séduisant pour un public pressé le matin, mais l'ingénierie interne est une blague de mauvais goût. Les moteurs électriques, à l'intérieur de ces blocs en plastique compact, sont dimensionnés pour tourner au maximum 2 minutes par jour en continu. Sauf qu'en utilisation réelle, pour venir à bout de fruits surgelés ou de glaçons pour un coulis, les utilisateurs les font tourner 5 à 10 minutes. Les roulements surchauffent instantanément, la graisse se liquéfie et les filetages en plastique au niveau de la jonction entre le bloc de lame en métal et le gobelet finissent par se fissurer ou par s'user jusqu'au point de non-retour. Dans un foyer qui cuisine ou prépare des boissons quotidiennement, l'espérance de vie moyenne de ces appareils oscille misérablement entre 14 et 18 mois. Pour un achat initial d'environ 100 €, cela signifie que vous payez un coût d'usage d'environ 70 € par an pour un appareil jetable. Cette catégorie entière n'est pas de l'électroménager durable. C'est un abonnement déguisé qui vous oblige à retourner au magasin ou à commander une nouvelle unité dès que la garantie vient d'expirer. Que dire de ces petites marques ultra tendance, au look rétro, pastel ou minimaliste, qui inondent les rayons d'enseignes comme Action, Jiffy, La Foire Fouille ou qui pullulent sur les stands promotionnels de Noël. Je pense à des marques comme Dash Bella ou les petits appareils distributeurs de gaufres ou cuiseurs à œufs miniatures aux formes géométriques ou de cœur. Ces objets sont les cadeaux parfaits pour les crémaillères ou les listes de mariage de jeunes couples. C'est mignon, c'est instagrammable, mais c'est une catastrophe d'ingénierie. La coque extérieure est faite d'un plastique fin qui dégage une odeur de chaud dès la première mise en route. Les résistances électriques internes sont les moins chères disponibles sur le marché de gros asiatiques et les thermostats intégrés n'en sont pas vraiment. Ce sont de simples fusibles thermiques rudimentaires. Ces appareils passent la première année de leur vie à prendre la poussière dans un placard de cuisine encombré, avant de finir leur trajectoire dans une benne de recyclage ou sur un stand de vide-grenier le dimanche pour 2 €. Ils n'ont jamais été conçus pour endurer de vraies sessions de cuisine ménagère, ils ont été fabriqués uniquement pour être pris en photo et pour provoquer l'achat impulsif en tête de gondole, pour clore cette catégorie F.
parlons d'une immense déception historique, la branche cuisine de Black & Decker. Il y a quelques décennies, ce nom évoquait l'outillage électroportatif américain légendaire, lourd, robuste, que votre grand-père ou votre père conserve encore fièrement au fond de son atelier ou de son garage et qui fonctionne toujours parfaitement. Malheureusement, l'industrie moderne est cynique. La multinationale a vendu sa licence d'exploitation pour le petit électroménager de cuisine, sa société de gestion tierce, il y a des années de cela. Le logo orange et le plastique noir appliqués aujourd'hui sur une cafetière à filtre ou un grille-pain n'ont absolument aucun rapport avec l'ingénierie de la perceuse historique. Ces cafetières sortent des mêmes usines génériques en Chine que les produits premier prix d'importation sans marque que vous voyez sur les étals des hypermarchés. La marque sur la boîte est la seule pièce premium de l'ensemble. Le moteur ou la résistance à l'intérieur correspondent simplement au stock disponible ce mois-ci au plus bas coût sur les plateformes industrielles. C'est l'archétype du détournement de confiance de marque pour vous faire payer un supplément injustifié, au fait. Si ce genre d'analyse sans filtre est basé sur la réalité technique du terrain et ce que vous recherchez pour vos futurs achats de maison, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne et laissez un pouce bleu. Il faut bien que quelqu'un se coltine la lecture des fiches techniques d'ingénierie et les historiques des fusions-acquisitions, parce que ce n'est certainement pas l'étiquette de prix chez Darty ou le conseiller de vente qui va faire ce travail de vérité pour vous. Passons maintenant à la catégorie C, et c'est sans doute la section qui fait le plus mal au cœur. C'est le cimetière des marques sacrifiées sur l'autel de la rentabilité. Vous y trouverez des grands noms de confiance, des marques que votre mère ou votre grand-mère achetait les yeux fermés en étant certaine d'acquérir de la qualité pour les 20 ans à venir. Sauf qu'entre-temps, l'usine a déménagé à l'autre bout du monde, la maison mère a changé de main 3 fois à la bourse, et l'équipe d'ingénieurs en chef a été remplacée par des contrôleurs de gestion obsédés par les coûts de revient. L'étiquette sur la boîte reste identique pour tromper votre vigilance, mais la machine à l'intérieur n'a plus rien à voir. Ouvrons le dossier Whirlpool Corporation. C'est le plus grand fabricant d'électroménagers au monde, une hydre industrielle qui possède et gère sous le même toit des marques comme KitchenAid pour le gros électroménager, Maytag, Amana ou encore Bauknecht. Vous voyez 5 ou 6 noms différents s'aligner fièrement dans le rayon blanc de votre magasin d'électroménager, mais c'est une pure illusion d'optique commerciale. C'est la même entreprise, les mêmes plateformes d'assemblage, les mêmes pièces mécaniques de série et le même service après-vente centralisé. Un four ou un lave-vaisselle KitchenAid moderne coûte parfois le double de son équivalent direct estampillé Whirlpool. Pourquoi ? Uniquement parce que la valeur perçue du nom est supérieure dans l'esprit collectif. Les nouveaux robots pâtissiers de cette gamme souffrent régulièrement de fuites d'huile d'engrenage qui viennent contaminer la préparation au fond de la cuve. Même si l'assemblage final est encore localisé dans leur usine historique américaine pour des raisons d'image de marque. La chaîne d'approvisionnement globale qui fournit les puces électroniques et les moteurs est strictement la même que celle qui alimente les modèles d'entrée de gamme du groupe. Une carrosserie avec une jolie peinture rétro, un prix d'achat premium, mais des composants internes nivelés par le bas. Prenez l'exemple historique de Maytag, une marque qui dans les années 60 ou 70 construisait des machines à laver de légende capables de tourner 30 ans sans une seule ride. Depuis son rachat par Whirlpool en 2006, un appareil Maytag est un appareil Whirlpool avec un autocollant différent collé sur la tôle, rien de plus. Le savoir-faire d'ingénierie d'origine est parti à la retraite en même temps que les anciens ouvriers de la marque. Regardons une autre chute monumentale. GE Appliance, la branche électroménager de General Electric. C'était l'un des fleurons industriels occidentaux les plus respectés de l'histoire. En 2016, la maison mère a vendu sa division électroménager au conglomérat chinois Haier pour la somme astronomique de 5-6 milliards de dollars. Les bureaux d'études et le siège social sont restés historiquement localisés sur le sol d'origine pour maintenir le storytelling patriotique. Mais la direction stratégique et les arbitrages financiers viennent désormais d'une maison mère asiatique. Certes, certaines lignes de produits de base restent acceptables, comme les micro-ondes rudimentaires sans fioriture ou les réfrigérateurs simples équipés de thermostats purement mécaniques. Mais dès que vous montez en gamme vers leur collection design et haut de gamme aux finitions soignées, vous payez le prix fort pour ce que l'on appelle en ingénierie du badge engineering, du remaquillage de produits génériques sous une marque de prestige. Si vous possédez un appareil de cette marque conçu avant 2016, vous possédez une machine robuste d'une certaine époque. Si vous achetez un modèle récent en magasin,
Vous achetez un nom rassurant posé sur une série de décisions techniques radicalement différentes et orientées vers l'économie de matière. C'est exactement la même trajectoire pour Frigidaire. Ce nom est tellement ancré dans l'histoire qu'il est devenu dans la langue française le mot d'usage courant pour désigner un réfrigérateur. La marque appartient au conglomérat suédois Electrolux depuis l'année 1986. Dans les années 90, la maison mère a méthodiquement restructuré l'outil industriel historique pour transformer cette marque de légende en une gamme de volumes, à bas coût de revient, destinée à saturer les rayons de la grande distribution. L'ingénierie actuelle est tout juste correcte, elle fait le travail minimum requis pour passer les normes de sécurité. Mais nous sommes à des années-lumière des appareils en tôle épaisse de l'époque qui trônent encore fièrement dans les arrière-cuisines, les garages ou les maisons de campagne de vos parents et qui refusent de mourir. Le modèle actuel vendu en promotion est conçu pour atteindre un prix psychologique bas en tête de rayon, pas pour traverser les décennies. Analysons maintenant le cas de Cuisinart, une marque à double visage qu'il faut observer avec beaucoup d'attention. Il y a une frontière très nette au sein de ce catalogue. D'un côté, leur gamme classique d'ustensiles de cuisson en acier inoxydable haut de gamme, dont une partie conserve une fabrication honnête et soignée. Pour cela, je leur accorde volontiers du crédit. De l'autre côté, vous avez toute leur gamme de masse, les robots culinaires grand public, les blenders et les petites cafetières que l'on retrouve massivement sur Amazon.fr. Cette division est produite en Asie avec des cahiers des charges extrêmement serrés pour s'aligner sur les prix du marché de masse. La marque a même dû faire face à une campagne de rappel majeure suite à des risques de détachement de petites particules métalliques provenant des lames à l'intérieur des bols de préparation des robots. Le consommateur achète souvent ces appareils en pensant s'offrir le prestige culinaire à la française, mais il repart en réalité avec un produit de grande distribution standard. Cette facette grand public mérite amplement sa place dans la catégorie C pour le géant coréen LG. Le constat est similaire, même s'il faut reconnaître qu'ils s'en sortent un peu mieux que leur rival direct Samsung. Les compresseurs de leur système de froid tiennent globalement mieux la distance et les joints d'étanchéité des portes affichent une épaisseur supérieure. Cependant, la philosophie de conception reste profondément ancrée dans l'ADN d'une entreprise de puces électroniques et d'écrans plats, pas dans celle d'un artisan de cuisine. Les machines sont saturées de capteurs, de modules Wi-Fi et de bandeaux électroniques complexes. Le jour où l'affichage commence à clignoter ou que la carte centrale lâche après une surtension, le devis de réparation officiel du réseau Darty ou Boulanger s'élève généralement à 60 ou 70% de la valeur à neuf de l'appareil, ce qui pousse le consommateur à capituler et à jeter la machine. Hormis quelques références très précises de fours à micro-ondes dotés de leur technologie d'onduleur qui méritent une meilleure note. La marque dans sa globalité se positionne fermement dans cette catégorie C de l'électroménager jetable à moyen terme. Terminons ce tour d'horizon de la catégorie C par deux cas particulièrement marquants et contemporains. D'abord Shark Ninja, ou plus simplement Ninja. C'est la marque de petit électroménager qui affiche la croissance la plus insolente en France en ce moment. Vous voyez leurs friteuses sans huile, les fameux air fryers à double bac, leurs blenders ou leurs autocuiseurs multifonctions absolument partout. Dans les vidéos de recettes sur TikTok, chez vos voisins ou sous le sapin à Noël. Le budget marketing de cette boîte est colossal et l'aspect visuel sur le plan de travail est indéniablement flatteur avec des écrans digitaux partout et des dizaines de programmes préenregistrés pour des plats que vous ne cuisinerez probablement jamais. Mais voici la dure réalité du comptoir de réparation. Aucun atelier indépendant en France ne veut toucher à un appareil Ninja. Pourquoi ? Parce que la marque ne commercialise pas ses pièces détachées au détail pour les réparateurs. Lorsque l'axe rotatif des lames se fissure ou que le moteur de la friteuse rend lame au cours de la 2e ou 3e année, il est techniquement impossible de commander la pièce d'origine pour effectuer une réparation chirurgicale. Le modèle économique de l'entreprise est limpide, vendre massivement par le bruit publicitaire, concevoir léger avec des plastiques structurels fins, et faire en sorte que le rachat d'un modèle neuf soit plus simple et immédiat que la moindre tentative de réparation. Si vous cherchez un appareil jetable et gadget pour tenir 2 ou 3 ans, cela fera l'affaire. Si vous visez un équipement qui trônera encore sur votre plan de travail dans 10 ans, passez votre chemin enfin. Terminons par le cas le plus cynique et le plus douloureux pour toute une génération de passionnés de cuisine, le KitchenAid de table. Le fameux robot pâtissier de cuisine familiale. C'est la marque qui fait le plus mal à évaluer.
Dans l'esprit de chaque cuisinier français, le robot KitchenAid Artisan, c'est le compagnon d'une vie de pâtisserie, l'appareil lourd en fonte d'aluminium que l'on s'offrait pour ses 30 ans ou qu'on récupérait de sa mère. Mais ouvrez les yeux sur la production actuelle en magasin. La marque appartient au groupe Whirlpool. Si l'assemblage final en usine est préservé pour sauver les apparences, les engrenages internes qui transmettent la puissance du moteur au fouet planétaire, qui étaient historiquement usinés dans des alliages de métaux ultra robustes, ont été en partie remplacés sur plusieurs séries par des pignons en nylon, autrement dit du plastique. Sous l'effort répété d'une pâte à pain lourde ou d'une brioche faite maison le dimanche, ces dents en plastique s'usent, se rognent, la graisse interne surchauffe et commence à suinter le long de l'axe central. Le nom gravé en relief sur le bandeau en inox est devenu la pièce la plus chère et la mieux finie de toute la machine. Si vous dénichez sur le Bon Coin ou dans une brocante un modèle vintage d'avant 1986, foncez, c'est de la catégorie S indestructible. Si vous achetez le modèle de collection coloré flambant neuf en rayon à 600 €, vous achetez un produit de catégorie C déguisé sous un costume de luxe, avec un coût de revient annuel exorbitant pour de la mécanique grand public. Après avoir passé au crible les pièges du marketing, passons enfin aux bonnes nouvelles avec la catégorie B, les bêtes de somme silencieuses de nos cuisines. Le ton change. Ici, pas de discours publicitaire enflammé, mais une reconnaissance froide et objective de l'ingénierie honnête. Ces marques ne prétendent pas durer 40 ans, mais elles accompliront loyalement leurs tâches pendant 12 à 20 ans si vous les traitez correctement. Leur force absolue, c'est le rapport qualité-prix. Elles coûtent une fraction du prix des objets de transmission familiale, mais elles font leur travail sans broncher jusqu'à ce que vous décidiez de les remplacer. Chaque cuisine française devrait posséder au moins l'un de ces outils. Commençons par les cuiseurs à riz de la marque Aroma. Cette entreprise est restée familiale depuis sa création en 1977. Le modèle précis à chercher, celui que l'on trouve facilement sur Amazon.fr ou Cdiscount pour une trentaine d'euros, c'est le cuiseur traditionnel en forme de marmite équipé d'un seul et unique interrupteur mécanique en façade. Cuisson et maintien au chaud, rien d'autre. Pas d'écran digital, pas de menu intelligent. Sur les forums de discussion, de nombreux utilisateurs possèdent des unités achetées en 2008 qui tournent encore quotidiennement. Le produit est tout simplement trop bon marché pour que les financiers s'embêtent à saboter sa conception, et la marque a eu le bon sens de ne pas toucher à une formule qui gagne. Son seul point faible ? La cuve interne en aluminium léger demande à être lavée à la main pour ne pas rayer le revêtement au bout de quelques années, mais pour un coût d'usage de moins de 2 € par an. C'est une affaire en or. Dans la même logique mécanique indestructible, regardons la cafetière à filtre de base de chez Melita. En particulier le modèle d'entrée de gamme, doté d'un simple interrupteur à bascule rétroéclairée et d'une verseuse en verre borosilicate. Vendue autour de 25 à 30 € chez Carrefour ou Leclerc, cette machine est dépourvue de carte électronique, d'horloge programmable ou d'écran tactile susceptible de perdre la tête à la moindre surtension. À l'intérieur du bloc, vous ne trouverez que 6 composants électriques rudimentaires et aucun d'entre eux ne casse. La marque grand public qui la gère a certes rationalisé d'autres produits de son catalogue au fil des ans, mais elle a laissé ce modèle historique intact car il n'y a plus rien à y simplifier sans détruire l'appareil. Elle fait du café chaud tous les matins, sans jamais tomber en panne. Pour les amateurs de soupe et de préparation liquide, le blender classique Oster Beehive, avec sa base de style ruche d'abeille, est un monument de durabilité disponible sur les marketplaces hexagonales pour environ 70 €. Contrairement à ses concurrents modernes en plastique léger, sa base est en acier lourd embouti. Surtout, le système de connexion qui relie le moteur aux lames est entièrement en métal, sans aucune pièce d'usure en caoutchouc ou en plastique. Son bol est en verre borosilicate thermorésistant. Le moteur utilise un courant alternatif classique à balai, une technologie éprouvée de longue date, bien plus robuste que les circuits électroniques fragiles des blenders à courant continu modernes qui grillent au bout de 4 ans. C'est un modèle pratiquement inchangé depuis les années 1950, né à une époque où l'on construisait encore les choses pour durer, si l'on cherche des ustensiles de cuisson indestructibles à petit prix pour remplacer les poêles anti-adhésives jetables. Il faut se tourner vers les calderos en aluminium coulé épais de la marque Imuzza, fabriqués en Colombie et très populaires sur les plateformes comme AliExpress ou Amazon pour 20 à 40 € selon le diamètre. L'aluminium coulé épais, c'est exactement le matériau dont étaient faites les casseroles de nos mères dans les années 50. Sans aucun revêtement chimique toxique au téflon,
Cette marmite se culotte naturellement à l'usage, prenant une patine sombre après 1 an d'utilisation pour les ragoûts, la ratatouille ou le riz. Elle passe directement de la table de cuisson au four, tolère les chaleurs extrêmes et les spatules en métal. Attention toutefois, l'aluminium brut n'est pas compatible d'origine avec les plaques à induction sans un disque adaptateur. Mais cet objet traversera les décennies et survivra à toutes les poêles modernes que vous achèterez en grande surface. Pour la pâtisserie et la cuisson au four, la référence absolue en catégorie B reste Nordic Ware et sa gamme Naturals. Cette entreprise est dirigée par la même famille depuis sa fondation en 1946. Leurs plaques de cuisson en aluminium pur perforé ou plein, dotées d'un renfort en acier galvanisé qui empêche la tôle de se voiler sous l'effet de la chaleur, se dénichent pour une quinzaine d'euros. C'est exactement le matériel lourd et brut qu'utilisent les boulangers et les pâtissiers professionnels tous les matins. La marque applique une garantie à vie sur ses produits. 3 générations de la famille d'Alkist gèrent encore l'entreprise aujourd'hui et continuent de couler elles-mêmes leurs moules en aluminium dans leur usine d'origine. C'est du matériel brut, sans fioriture esthétique, mais totalement éternel, montons d'un cran pour entrer dans la catégorie A. Ici, nous parlons d'appareils et d'ustensiles construits selon des standards d'exigence industrielle supérieure. Ces entreprises conçoivent leurs propres alliages, possèdent leur propre laboratoire de tests de résistance et n'ont pas changé de main à chaque décennie. Elles coûtent nettement plus cher à l'achat chez Darty ou dans les grands magasins parisiens comme Le Bon Marché, mais elles méritent chaque euro investi. Ouvrons la section gros électroménagers avec l'allemand Bosch. Contrôlée majoritairement par une fondation à but non lucratif, la fondation Robert Bosch. Leurs lave-vaisselle haut de gamme sont les plus silencieux et les mieux conçus du marché grand public. La cuve en acier inoxydable de forte épaisseur ne se déforme pas et leurs pompes de cyclage sont surdimensionnées pour supporter les eaux calcaires très dures de nos régions françaises. Comptez entre 600 et 1200 euros pour un modèle sérieux. En contrepartie, vous repartez avec une machine capable de tourner 15 à 20 ans sur sa pompe d'origine. Le coût par année de service tombe à environ 40 euros, bien en dessous des modèles d'entrée de gamme qui lâchent après 4 ans. Côté cuisson haut de gamme, les casseroles et poêles belges de la marque De Meyer. Fabriqués dans leur usine historique depuis 1908, représentent le sommet de l'ingénierie culinaire européenne. Leur gamme Atlantis et Proline utilise une construction complexe en 7 couches de métaux alternés avec une surface intérieure en acier inoxydable 364. La marque applique un traitement électrochimique unique appelé Sylvinox, qui maintient l'éclat de l'acier argenté même après des années de passage répété au lave-vaisselle et d'exposition aux acides alimentaires. La moindre poêle de 24 cm s'affiche autour de 200 à 250 euros. C'est un investissement lourd, l'objet est lourd en main, mais c'est un ustensile définitif qui ne subira aucune déformation, compatible avec l'induction la plus puissante pour le micro-ondes. La technologie Genius Inverter de Panasonic reste au sommet de la catégorie A. Contrairement aux micro-ondes classiques qui coupent et rallument bêtement leur transformateur pour simuler une puissance réduite, transformant vos restes en caoutchouc. Panasonic utilise une carte d'onduleur qui délivre une vraie puissance variable continue. À 50% de puissance, l'aliment reçoit un flux constant et doux. Vendus entre 200 et 300 euros chez Boulanger, ces appareils durent souvent 2 fois plus longtemps que les modèles génériques. Les ingénieurs de la marque ont résolu ce problème technique dès 1988 et le reste de l'industrie court encore après cette avance technologique pour le traitement du riz et de l'eau chaude, impossible de ne pas citer le japonais Zojirushi. Leur cuiseur à riz haut de gamme à induction et microprocesseur s'achète entre 300 et 450 euros dans les épiceries fines et les boutiques spécialisées à Paris ou en ligne. Les familles qui investissent dans cette marque les conservent pendant 25 ans. C'est la même résistance électrique, le même joint de couvercle étanche et le même cordon rétractable qui traverse les décennies sans la moindre baisse de performance. Le prix initial fait réfléchir, mais la perfection de la cuisson du grain sur un quart de siècle justifie l'investissement pour ceux qui en ont l'usage quotidien. Ensuite, pour l'entretien du linge, la marque Speed Queen, qui construit des machines à laver industrielles pour les laveries automatiques depuis 1908, propose des versions domestiques pour les particuliers. Ce sont les mêmes moteurs suspendus, les mêmes roulements à billes massifs en acier et les mêmes cuves en inox que leurs machines professionnelles. Chaque unité est testée en usine pour endurer 10 400 cycles de lavage, ce qui correspond à 25 ans d'utilisation intensive dans un foyer moyen.
Vendues autour de 1 500 à 2 000 euros dans les réseaux spécialisés, ces machines sont de véritables tanks professionnels. Cependant, attention, la maison mère a fait son entrée en bourse récemment. L'arrivée des actionnaires nous pousse à observer l'évolution de leurs prochains composants avec beaucoup de vigilance, ce qui maintient la marque en catégorie A plutôt qu'au sommet absolu. Terminons la catégorie A avec un joyau bien connu des listes de mariage en France, le Creuset. Fabriqués dans la même fonderie de Fresnoy-le-Grand dans l'Aisne depuis 1925, leurs cocottes en fonte émaillée sont des monuments de notre patrimoine culinaire. Comptez 300 à 400 euros pour une cocotte ovale indispensable pour le baquet-off ou le bœuf bourguignon du dimanche. L'émail de surface ne s'écaille pas et ne vire pas au gris comme les copies bon marché d'importation, car le creuset cuit son émail à des températures extrêmes de vitrification que les fabricants low cost ne peuvent pas atteindre. L'entreprise appartient de manière privée à un seul homme depuis 1988, qui la dirige toujours d'une main de fer à 87 ans, sans aucune dette extérieure ni pression boursière. C'est un produit magnifique, d'une efficacité thermique redoutable sur le gaz comme sur l'induction, dont le seul défaut